Je fais un film sur une œuvre ratée. La maladie de la mort. Il y a quelque chose très du l'attirance vers la perdition, vers la faille. Sans ça, ce n'est pas possible. Sans ça, mourir, ce n'est pas possible. Aimer, vivre, mourir. Faire attention à une mouche, faire attention à une mouche Marguerite, se voir profondément, c'est comprendre profondément, se voir proprement, ce n'est pas la mort, la sentir sous la douleur, peut-être tout simplement cela, garder la mort, peut-être tout simplement résister, et résister, garder la mort malgré tout, et résister, malgré tout. La trame de la maladie de la mort de Marguerite Duras n'a ni d'ornement, ni d'embellissement. Un homme malade, qui ne connaît pas sa propre maladie, engage une femme pour qu'elle l'assiste pendant la nuit, dans une chambre qui se trouve face à la mer. La femme obéit à l'homme, dans la chambre, nue, sur le lit au drap blanc, toute la nuit, jusqu'à l'aube. Elle parviendra à nommer la maladie de l'homme, jusque-là inconnue de celui-ci, la maladie de la mort. Peu de temps après l'avoir nommée, les nuits payées se terminent, la femme disparaît. L'homme, qui est mort en vie, continue à vivre, et l'histoire se produit avec la probabilité de ne jamais avoir eu lieu. L'homme est ainsi malade, et sa maladie n'est rien d'autre que la mort. La mort en elle-même. Ce n'est ni un virus, ni une pathologie. Il n'y a ni plaie, ni blessure. Il y a seulement un manque de vitalité. Malgré la respiration, la circulation sanguine, le battement cardiaque, le fonctionnement cérébral, le mouvement des membres, de la bouche qui s'ouvre et qui se ferme, en émettant des mots, des rugissements. Il y a alors, essentiellement, un homme déjà mort en vie et une femme qui nomme la mort, en dehors de la douleur, à l'intérieur de la chambre, dans un temps intransitif et saturé. L'homme pleure, crie, la femme dort surtout. Ou bien on crie, ou bien on ne dit rien, confesse Marguerite Duras dans une entrevue. Les corps des personnages sont inhabitables, comme l'espace de la chambre, comme leurs noms que l'on ne connaît pas. En vérité, les noms propres deviennent rares dans les derniers travaux de Marguerite Duras, mutilés ou absents. Les personnages cessent d'avoir un nom et de se nommer, leur identité étant seulement présente sous la forme d'un pronom, sans que les autres puissent les appeler, sauver. Le vous durasien impose, de cette manière, la distance de l'impersonnalité et de l'impossibilité dans une relation entre deux êtres éteints. Dans la maladie de la mort, il n'y a même pas une relation. Il existe seulement un homme irréductiblement touché par la mort et une femme payée dans une chambre en bord de mer. Le livre est un désert sans mirage où l'impossibilité de l'homme devant la femme pourrait constituer une possibilité d'amour et, au lieu de cela, c'est la mort vécue. Une rencontre entre un homosexuel et une femme dont le plaisir est sans désir, c'est-à-dire une séparation primordiale. Jean-Pierre Sarrazac parle de cette séparation particulière. Il dit « Séparés, les corps durassiens sont du même coup purifiés, c'est-à-dire livrés à un désir exempt de toute jouissance comme de toute culpabilité. Et la puissance séparatrice n'est pas autre, bien sûr, que cette mort intermittente à laquelle ils sont soumis dès leur entrée en scène.
Plus loin, plus qu'inévitable, la perte du corps devient nécessaire dans ce livre. Et la mort, celle de cet homme, provoque une étrange et extraordinaire intimité. Selon Sarrazac, le contact avec la mort se transmue instantanément en intimité de l'amour. Intimité toutefois sans affection, sans aucun lien sentimental, seul un contrat payé les unit. Il s'agit en somme d'une non-relation entre un homme et une femme, un contrat de nuit payé pour que la maladie de l'homme se déclare et s'accomplisse. Ainsi, nous ne sommes pas devant une histoire d'amour, mais devant une histoire du besoin. Ce qui se manifeste ici n'est pas de la passion, mais peut-être de la compassion. Et le texte est une expression profondément matérialiste du corps. Un corps simultanément sain et infirme, celui de l'homme, qui, malgré la vie, n'a pas de vitalité, qui est malade de la mort et dont les pulsions sont lancinantes. Un corps détruit, ruiné, comme tout ce qui contient et soutient ce cosmos particulier. Micro dans les corps présents mais égarés, macro dans la mer immense à l'extérieur de la chambre. Mer qui, au lieu de libérer ou de calmer, nous avale et nous consomme par sa noirceur, par son insistance. L'acte sexuel surgit dans cette circonstance comme une révélation extrême de l'autre en soi et comme une destruction de soi à travers les autres. Suivant le mode durasien de perte, la relation elle-même entre l'homme et la femme est vue à la lumière de la faille et de l'effritement du sens. L'œuvre durasienne représente une dernière tentative d'être à l'intérieur, sans qu'on ne puisse jamais cesser d'être sur le seuil et à la limite des choses. Les entrailles de ce qu'on sait, sans savoir ce que ou comment on sait. Et Marguerite Duras insiste sur ce savoir qu'on ne sait pas et qui s'oppose d'une certaine manière à la connaissance. L'amant, c'est très difficile. La maladie de la mort, c'est difficile, très difficile. L'homme atlantique, c'est très difficile, mais c'est si beau que ce n'est pas difficile. Même si on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre d'ailleurs ces livres-là. Ce n'est pas le mot. Il s'agit d'une relation privée entre le livre et le lecteur. On se plaint et on pleure, ensemble. Nous sommes confrontés à une écriture qui s'oppose au rationnel, à la logique de la langue, que Marguerite Duras considère d'ailleurs comme étant inadéquate à la communication du vide. La façon dont l'auteur travaille le tranchant de l'écriture représente, dans le fond, la tentative de plonger dans son propre abîme d'une forme plus profonde, par le biais d'antithèses, d'oxymores, un lyrisme de la violence, un langage cru, des mots irréductiblement vidés pour atteindre le sens dans sa totalité sans lien, pour arriver à la moelle de l'intimité dans sa fragilité excessive,
dans sa noirceur la plus extrême. Marguerite Duras écrit, comme Blanchot le défendait, dans l'intensité de la brèche, en se prêtant à la vie pour souligner la mort et l'exclusion. Une écriture brute qui nous assaille et qui nous blesse, comme Kafka la défend auprès d'un ami. Ce dont nous avons besoin, ce sont des livres qui nous touchent comme le malheur le plus douloureux, comme la mort de quelqu'un que nous aimions plus que nous-mêmes, qui nous fassent sentir comme si nous avions été expulsés au milieu des monts, loin de toute présence humaine, comme un suicide. Un livre doit être le pic pour briser la mer gelée en nous. Une écriture crie, une voix écriture, qui nous agresse et qui nous dérange, où nous pressentons le quasi-silence des mots, où le blanc est véritablement un espace. Le livre est d'ailleurs véritablement marqué par cet espace. Dans l'intervalle de chaque moment, émotion, choc, un blanc qui ponctue la respiration, qui dicte le rythme, qui matérialise la densité de la page. Le texte est divisé par ces blancs qui surgissent comme des espaces déserts, qui séparent les différents souffles d'écriture. Les séquences brèves de texte sont espacées par des blancs typographiques, rappelant un poème basé sur des souffles subis, des silences saturés, des continuités et des discontinuités, des ruptures, des répétitions, des balbutiements et des fracas pour que le sens se perde dans le flux et dans le défaut du mot. Michel Collot analyse justement le rôle de ce blanc dans les pages durasiennes. Marguerite Duras n'aimait pas trop qu'on qualifie ses œuvres de poétiques, mais leur disposition typographique, qui ménage de grands espaces blancs, évoque celle de poèmes contemporains, et cette sconsion visuelle de la page nous donne à voir une voix, dont elle transcrit le rythme si ce n'est le tempo, avec ses accents et ses pauses. Et malgré le non-sens apparent auquel le mot est soumis, vu qu'il est travaillé dans les brèches, il y a un sens quand même, pressenti, fugace, fragile, ou comme Blanchot le nommait, un sens absent. Dans le travail de Marguerite Duras, l'antre est décisif. C'est là que les films, les pièces de théâtre et les livres se réalisent, entre le son et l'image, qui rarement se superposent en sens, entre la scène et le spectateur, dans la vibration des voix et dans sa résonance dans la matière des corps, entre le mot écrit et le blanc de la page, en se combinant en stérilité et en vigueur. L'idée est de transformer ces silences en une substance matérielle et plastique. La lecture matérialise la respiration du texte et règle le mouvement, expression des corps. Celui qui lit ou qui assiste à la lecture se laisse emmener par le souffle et par les flashs, qui, au lieu d'illuminer l'objet photographié, l'obscurcissent, qui le conduisent sans qu'il soit nécessaire de se préoccuper de la compréhension, étant préférable de se laisser emmener. Un autre facteur important et déterminant dans cette faille durasienne est le mode verbal conditionnel utilisé dans la maladie de la mort. Mode d'expression privilégié chez Marguerite Duras, parce qu'ici, l'imaginaire et le réel se dissipent mutuellement pour que le vide nous fasse ressurgir sans rédemption possible. Les nuits payées sont-elles arrivées? Pourraient-elles être arrivées? On reconnaît le vrai à son efficacité, à sa puissance, déclarait Robert Bresson à ce propos.
Le conditionnel présent, comme temps verbal d'élection jurassien, la condition, la possibilité et le doute, retient ce vide, un vide dense qui nous remplit, en chute, toujours en chute. De nouveau, un entre la réalité et la fiction. L'incertitude, le doute, l'ambiguïté, la blessure sont les seuls états possibles en rapport avec la réalité, vérité. Le mot n'est pas ici communicant. Mais qu'est-ce que parler sans parvenir à communiquer? Qu'est-ce que regarder sans voir? Entendre sans écouter? Toucher sans pouvoir sentir? Le traitement du corps, celui des personnages de ce texte, sert ici de métaphore pour l'art de Marguerite Duras. Ici est en cause la faille, mais la faille en tant que cellule capable de se régénérer, jusqu'à provoquer le développement de nouvelles failles et l'émergence de nouvelles forces. Mais, après tout, qu'est-ce qu'un corps mort qui vit? C'est autour de cette question que Marguerite Duras s'afflige dans l'écriture. Dans la maladie de la mort est exécutée la faille de tout, dans l'écriture du texte, dans la narration de l'histoire, dans le corps des personnages. La destruction touche, dans l'univers de cet auteur, les domaines les plus divers. Je m'esquinte, affirme Marguerite Duras dans de nombreuses entrevues, en mettant constamment en cause la splendeur de la lumière, la racine imposée des choses, en explorant les restes, déchets, qu'elle considère comme des éléments principaux, en entrevoyant la noirceur fulgurante et ruine, jusqu'à atteindre l'image possible, noire dans la durée et dans la répétition, et le mot juste, blanc dans le dépouillement et dans l'arrêt, avec une autodécantation et un filtrage extrême de l'extérieur en fonction de cela. Le mot émerge, de cette manière, comme l'image ruinée, étant donné que l'écrit et l'image ne sont jamais un pléonasme dans le travail durassien. Pour Marguerite Duras, écrire n'est rien d'autre que détruire. L'auteur travaille l'écrit et l'image jusqu'à la limite, la destruction de la matière expressive et sa méthode. Le sens dans la brèche du texte, le noir comme l'image de la brèche dans le plan, le théâtre dans la brèche du théâtral, simultanément fabricante et démolisseuse de simulacres, rendant possible et très fertile la concomitance d'une iconophilie et d'une iconophobie chronique. Qu'il ne soit pas possible de filmer ce que j'ai écrit, c'est ma méthode, déclare
l'auteur. Et cependant, les textes sont profondément théâtre et profondément cinéma. À la fin du livre, en forme de codicille, Marguerite Duras indique les possibilités scéniques, filmiques du texte, en l'ouvrant à la matérialité du théâtre et à la possibilité du cinéma. Ainsi, le livre, en principe, n'est pas seulement un livre, mais aussi une pièce de théâtre ou un film. L'écriture n'est pas seulement le mot, mais aussi la voix. Les indications scéniques se rapportent à quoi ils se destinent, non à être représentés, mais à être lus, à être dit à haute voix, mais non de façon théâtrale, en considérant que le texte serait éliminé si cela arrivait. Une autre faille émerge ici, celle de la représentation. Le corps est, de cette manière, un écho, une répercussion du mot, de la voix. Il s'agit dans le fond d'un texte théâtre-film, et cela est non seulement important mais aussi décisif. Dès lors, il est essentiel d'assister à cette mutation, de capter ce mouvement, celui d'une forme qui devient une autre forme, qui devient elle-même encore une autre forme. Sarrazac écrit dans ce sens à propos de la maladie de la mort. À travers le codicille, Marguerite Duras nous invite à jouer de ce texte comme d'un kaléidoscope réglant l'infinie métamorphose du récit en cinématographe, du cinématographe en théâtre et du théâtre en récit. En vérité, c'est comme si nous nous trouvions devant une œuvre qui se fait dans la lecture elle-même, ce qui concède au livre une intensité et une tension extrême, l'antre devenant un espace plein. La maladie de la mort ne présente pas de fil narratif, mais des états successifs de deux corps lus sur une scène, dans un temps qui n'est pas présent sur leur passage, mais dans un intervalle innommable où la vie et la mort coexistent de telle manière qu'elles deviennent la même chose. Malgré les indications scéniques, le texte n'a jamais été mis en scène ou réalisé par l'auteur elle-même, qui le considère comme marginal en raison du fait qu'elle n'est pas parvenue à exprimer ce qu'elle réellement désirait. Pour ne l'avoir jamais mise en scène ou réalisée, Marguerite Duras instaure, au-delà des autres brèches qu'elle opère, une de plus, cette fois dans l'exécution. Le texte reste alors retenu dans cette suspension douloureuse, dans une espèce de purgatoire qui donne sur trois univers, la littérature, le théâtre et le cinéma. Dans l'œuvre durassienne, surtout dans les derniers textes, on regarde sans voir, on parle sans dire, on entend sans écouter, on touche sans sentir, les sens anesthésiés et clos. Le savoir surgit comme un déshabillement qui ne dénude pas, comme un regard qui ne voit pas mais qui n'arrête pas de regarder, qui a besoin de regarder et qui regarde avec précision, dans une espèce de dévoration, de ravissement. Seul l'odorat est, dans ce cas, rigoureusement déterminé. Une odeur d'héliotrope et de ses draps qui émane du corps de la femme et qui envahit toute la chambre. Or, héliotrope est la désignation de plusieurs plantes qui se tournent vers le soleil quand celui-ci se montre à l'horizon, comme si s'écrouler pouvait être finalement une autre forme de s'illuminer. Ce n'est pas par hasard que, dans les moments précédant sa propre mort, Marguerite Duras fait des déclarations comme celle-ci à son compagnon Yann Andrea. Il faut parler de l'homme, de la maladie de la mort. Qui est-ce? Comment en est-il arrivé là? Écrire sur la maigreur, à partir de la maigreur de l'homme. Ou encore, venez m'aimer, venez. Viens dans ce papier blanc, avec moi. Je te donne ma peau. Viens, vite. Par la douleur lancinante, nous arrivons à une perception inouïe
Par le manque de lumière, nous nous illuminons. Par l'absence de vie, nous exprimons la vie. Par le manque de désir, nous exprimons le désir. Ce sont les paradoxes de l'écriture de Marguerite Duras. Ce sont les paradoxes de ce livre maigre et raté. Dans le fond, la faille contre la perte politique. Chez Marguerite Duras, la faille devient une force motrice. La destruction, saisissante et absolue. La mort, éblouissante et prodigieuse.